Donc, je voulais m'assurer que les participants et participantes comprennent bien ce système parallèle. Et donc, ce système parallèle où il y a le système formel avec les cours administratives, les cours judiciaires et les avocats, et l'autre système communal. Donc, au Canada, nous n'avons pas accès à ce double rouage. Donc, notre accès au système se passe par le système formel, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'obstacles ici au Canada. Donc, pourriez-vous nous parler de ces obstacles, Deepa? Oui, bien sûr, merci. Et merci, Luki, pour cette intervention. Comme j'écoutais Luki, je pensais à ce concept d'accès au rouage de la justice pour les survivantes de violences sexistes et sexuelles. Et le contexte de Luki au Bangladesh présente clairement un système à deux voies qui est semi-reconnu, aussi misogyne et corrompu, patriarcal soit ce système, il semble qu'il y a une reconnaissance populaire de ces processus. Dans le contexte canadien, la complexité du système et de l'histoire coloniale de ce pays où nous avons le système de common law, mais nous avons aussi le système légal traditionnel autochtone qui ont survécu au génocide de ce pays, qui ont fait face à 6 fois plus de violences en fait que les survivantes de violences sexuelles qui ne viennent pas de communautés autochtones. Et donc, ces femmes luttent vraiment pour faire reconnaître leurs droits. Et de façon similaire, de nombreuses communautés luttent pour maintenir leur système de reconnaissance judiciaire, en fait. Et donc, la lutte n'est pas tellement que nous avons besoin de ces systèmes ou non, mais en fait, l'impact d'avoir ces quasi-processus où il y a des influences impartiales ou parfois diverses. Et lorsqu'on met ça en lien avec la culture du viol qui est en cours dans notre pays et l'accès aux défenses judiciaires, et donc ça me faisait penser quand j'écoutais Luki parler, c'est que oui, bien sûr, nous avons des structures et des modèles très solides, très fiables, et nous avons des méthodes systémiques qui fonctionnent avec de nombreux changements, beaucoup d'employés, mais c'est vrai que nous avons un système juridique solide et stable, mais est-ce que ça règle le problème? En fait, pas tellement, parce que avoir le système, c'est une chose, mais avoir l'accès à ce système, c'est une autre question. Et la troisième question à laquelle je m'intéresse beaucoup, c'est en fait, c'est la rapidité de l'accès au processus des survivantes dans ce système. Et donc, ce système a été conçu de façon très précise où chaque fois qu'une plainte est entendue, en fait, la victime n'est pas crue et fait face à des questions humiliantes où on est continuellement acculé au pied du mur devant une filée d'avocats et d'avocates et comme disait Luki, elle disait, vous voyez, nous avons une équipe d'avocats pour pouvoir défendre nos besoins, mais dans le système juridique criminel, les survivantes et les survivants n'ont pas de voix dans le processus. Et donc, c'est un cas entre l'État versus le gouvernement, comme dans beaucoup de juridictions, où la survivante ne devient qu'une témoin, en fait, du processus. Et donc, sa voix est complètement perdue dans le processus et sa crédibilité est remise en question. Toutes les questions lui sont dirigées à elle. Et donc, ça, c'est une partie du défi que le processus impose aux survivantes parce que le système n'est pas pensé pour défendre les survivantes ni pour élever leur voix. Et donc, lorsque nous avons des critiques fortes et que nous tentons de faire des changements, parfois nous avons des victoires. Nous avons récemment réussi au Canada à
faire en sorte que le gouvernement passe une loi disant que quiconque allait devenir juge dans ce pays au moment de leur soumission pour entamer le processus euh, en fait, le processus de soumission à ce poste-là, en fait, chacun des nouveaux et nouvelles juges euh, suivrait une formation sur les violences sexuelles. Et donc, ça, c'est un grand processus, c'est un grand progrès. Parce qu'on voit au Canada que beaucoup de juges ne sont parfois pas au courant du trauma qui peut résulter des violences sexuelles. Donc, ça fait partie des avancées qui valent la peine d'être partagées avec vous. Mais en termes d'autres accès logistiques d'autres parties logistiques, dirais-je, à l'accès juridique, c'est que le système canadien, comme de nombreux autres systèmes juridiques, est très, très, très coûteux. Et le prix de l'accès à ce système judiciaire fait en sorte que vraiment, pour la majorité des survivantes, c'est inaccessible. Alors, qu'est-ce qu'elles font lorsqu'elles vivent une expérience traumatisante? Elles tentent d'obtenir du conseil, d'abord auprès de quelqu'un qui a déjà fait ce processus dans le système formel, et donc quelqu'un en qui elles ont confiance. Et parfois, lorsqu'elles viennent d'une communauté sans statut, qu'elles sont réfugiées ou immigrantes, parfois, elles tentent de se faire entendre parmi sa communauté. Et donc, elles n'ont pas nécessairement accès à la justice d'une façon tout à fait accessible ou inclusive. Donc, c'est vrai que nous avons un système légal et dans quelques provinces, c'est mieux que dans d'autres au Canada, mais ce système donc, en fait, c'est vrai qu'au Canada, nous avons un système de soutien financier pour que les personnes puissent avoir accès au système juridique, mais en fait, pour y avoir accès, il faut être considéré comme étant bel et bien pauvre. Et donc, cet accès ne prend pas en compte les intersections qui causent la pauvreté, que ce soit la classe, le genre, le niveau d'éducation, etc., qui s'intercroisent pour créer une situation d'inéquité. Et le système d'aide financière légale, en fait, requiert que les fonctionnaires qui l'administrent croient en la pauvreté pour même pouvoir en administrer les fonds. Et donc, le tout est régulé et si nous n'avons pas de structure régulée, nous sommes en train de réfléchir à une régulation qu'on pourrait implanter. Et donc, c'est pour ça que je dis, je vois que David sourit parce que c'est vrai. Et donc, oui, l'accès à la justice dans le contexte canadien, les défis sont différents, mais il y a beaucoup de similarités avec le Bangladesh. Et je trouve que de nombreuses survivantes, plutôt que d'aller consulter une avocate, d'aller soutenir du soutien au sein d'un système formel, va essayer d'autres voies dues aux obstacles qui sont imposés à leur accès au système légal. Et l'expérience d'une femme qui doit aller en fait faire le tour de ce processus pour aller obtenir un procès et donc qui doit aussi faire l'expérience de contre-examination, des contraintes interrogatoires, la remise en question de sa crédibilité. À chaque fois qu'on voit un nouveau cas être débattu en cours, nous avons un effet de mise sous silence des autres femmes qui voient le processus se développer. Et donc, le processus n'est pas si génial au Canada. Et donc, je voulais vous partager, pardon, interruption sonore, je voulais vous partager un document ici qui dit que seulement 4 femmes sur 10 qui sont survivantes de violences sexuelles entreprennent des processus de plainte ou de... Et dans les cas d'agression sexuelle, c'est encore moins. Et donc, ce sont des statistiques très, très basses. Et je ne parlerai même pas de la complexité de la pandémie, mais ça nous a vraiment démontré une autre facette de la réalité de la violence basée sur le genre. Pendant les premiers mois de confinement, je veux vous montrer des statistiques canadiennes où on voit qu'en fait, une femme a été assassinée à tous les 6 jours depuis le début de la pandémie. Mais en fait, non, c'est ça. Avant le début de la pandémie, on était à 6 femmes, on était à une femme à chaque jour assassinée et au Canada, ce nombre est monté à 9 femmes assassinées en 6 jours. Et nous avons vu aussi une incidence
en Nouvelle-Écosse où un tueur a fait une série d'assassinats et les connexions avec la réalité de confinement ont été clairement identifiées. Et nous savons que 70% des femmes qui ont vécu le confinement ont vécu l'augmentation de leur anxiété et d'autres défis reliés à la santé mentale. Et donc, pardon, interruption sonore. Et donc, l'accès au système juridique est définitivement difficile. Donc, en fait, provenant de l'Inde, je suis habituée à vraiment apprécier les systèmes canadiens. Mais Amanda et moi en avons parlé de nombreuses fois, mais la réalité, c'est que le Canada devrait se comparer à lui-même en termes de ce qu'on peut faire. Et je crois qu'en ce moment, nous traînons beaucoup de la patte au niveau de notre structure, de nos structures légales. Merci, Deepa. Il y a énormément de contenu pertinent. Luki, je t'ai vu acquiescer de nombreuses fois pendant l'allocution de Deepa. Deepa disait que le coût du système juridique est un immense obstacle pour les femmes et la peur, en fait, de faire affaire avec des avocats ou des avocates exploitants ou qui ne sont pas des véritables alliés, ça aussi, ça a un impact. Est-ce que ces réalités font écho à ce que tu vois sur le terrain? Oui, c'est commun, en fait, partout. Et je dirais que c'est très, très commun. Déjà, donc c'est très long et ensuite c'est très cher. Et donc, les femmes n'ont pas nécessairement accès à ce type de processus pour ces raisons. Est-ce que c'est la raison pour laquelle des femmes seraient poussées à l'alternative du système Salish, où il n'est pas nécessaire d'embaucher un avocat et on peut se défendre devant la communauté? Eh bien, je dirais que ça dépend. Dans certains des cas, les cas plus légers, je dirais, ça peut être médié par le système Salish, mais il y a de nombreuses incidences qui auraient dû être médiées par le système Salish, mais qui ont été redirigées vers le système formel. Et le problème, c'est que si on tente et donc, si on juge que certains cas ne devraient pas être traités par le système Salish, c'est qu'on considère que c'est en fait une histoire criminelle. Et donc, en fait, des fois, ça relève d'une lutte politique, d'une lutte de pouvoir qui tente de déterminer, en fait, dans quel palier devrait être traité tel et tel cas. Et donc, ça dépend de cas en cas. Et donc, si certains cas sont jugés comme raisonnables à être entendus par le système Salish, eh bien, ça dépend de la volonté des victimes qui veulent parfois aller aux cours formels. Et donc, à ce moment-là, ils sont invités à se diriger au système formel. Mais on tente de résoudre ces enjeux. Dans une autre incidence, il y a quelques jours, à Nigericori, nous avons tenté de lancer un nouveau projet de système de justice restaurative. Et donc, ça, c'est un projet pilote que nous tentons d'implanter. Et si nous arrivons à résoudre des problèmes de ce système à travers ce projet, ce serait peut-être une méthode plus formelle de faire un Salish. Et donc, nous tentons de défendre notre cas, mais nous savons qu'il y a de nombreuses incidences qui ne sont pas reportées, de nombreuses incidences où les femmes
Donc, en fait, des exemples où les femmes ne sont pas entendues, même lorsqu'elles se dirigent au système CLH. Et donc, ça, c'est comment on peut voir comment le patriarcat vraiment opère dans la vie quotidienne de ces femmes. Au cours de la pandémie, nous avons perdu nos lignes d'appel d'urgence et nous avons eu de nombreux cas pendant la pandémie de situations à risque où la violence contre les femmes était décuplée, les mariages infantiles. Et à Nigeria, avec nos membres des Santerres, nous ne sommes pas équipés pour répondre à ces urgences. Et donc, l'effort de médiation, si ce n'est pas fait dans un système alternatif judiciaire, eh bien, on les réfère au système formel. Et donc, nous avons fait ce processus, ces tentatives, dis-je, mais les normes patriarcales restent et la culture de mise sous silence des femmes persiste. Et donc, c'est pourquoi nous devons mettre davantage de pression sur ce système judiciaire. Merci énormément pour cette intervention, Luki. Je vois une question dans la section questions et réponses, DIPA, à propos de la justice restauratrice. On dirait que Luki vient d'ailleurs d'aborder le sujet. La question est donc, avez-vous des commentaires par rapport au processus de justice restauratrice pour les survivantes canadiennes versus des résultats obtenus dans les cours formels du Canada? Oui, il y a beaucoup de curiosité au sein des cercles féministes et au sein des légalistes par rapport à ce que pourrait former un système de justice réparatrice dans un contexte canadien. Et comme je le mentionnais plus tôt, nous sommes une société hautement régulée, ce qui veut dire que réfléchir au système à l'extérieur du common law, qui soit toujours reconnu dans le système civique et légal provincial et fédéral, ça demanderait énormément de réflexion, de travail. En fait, ce serait des années de travail. Mais je vois beaucoup d'intérêt envers ce concept et quelques éléments similaires au niveau académique. Au niveau de la population, j'ai déjà vu des gens entamer des processus de résolution de conflits qui parlent de processus restaurateurs, de justice transformatrice. Donc, en utilisant des actions, une approche axée sur le trauma ou sur la compréhension du trauma. Je dois dire que ça m'intéresse aussi vivement et je suis aussi ouverte, autant quand je porte mon chapeau de la clinique ou mon chapeau individuel, nous sommes très, très sensibles aux perspectives traumatiques et donc nous comprenons vraiment que la loi, ce n'est qu'une des méthodes de guérison et que dans un processus de guérison, en fait, le plus d'options auxquelles on a accès, le mieux c'est. Mais j'ai peur que tout système qui ne soit pas spécifiquement conçu en ayant porté une réflexion profonde sur la misogynie, le patriarcat, la corruption de tout système est possible. Et donc, voilà ce qui constitue ma plus grande peur, malheureusement. Donc, malheureusement, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on se voit octroyer la responsabilité. Dans le contexte canadien, nous avons donc, en fait, au Canada, on opère avec un modèle de la parfaite survivante qui est blanche, souvent qui fait partie de la classe moyenne. Et donc, si elle arrive à parler de son expérience d'une façon articulée, elle devient un modèle de la parfaite survivante. Mais malheureusement,
ces systèmes sont conçus de manière à ce que la responsabilité ne soit pas sur le système, mais sur la survivante, en fait. Donc, le fardeau de la preuve est sur la survivante et c'est pour ça que c'est un mauvais système. Et donc, je suis très curieuse de ces nouvelles, en fait, de ces alternatives qui nous donne l'occasion de réfléchir à partir de nombreuses perspectives différentes, mais je crois que nous devrons rester prudentes parce qu'en fait, il n'y a aucun système de rêve, aucun système parfait tant qu'il y aura de la misogynie et du patriarcat impliqués dans nos processus et nos réflexions. C'est tellement vrai et je crois que ça fait un lien très parfait avec ce que Luki disait parce que le système Salish, quand j'en ai entendu parler, tout d'abord au Bangladesh, j'étais très impressionnée. Je me disais, ah, c'est super, débarrassons-nous des avocates, des juges et des coûts et pourquoi ne pas régler nos conflits au niveau de la communauté? Et ensuite, on s'intéresse davantage au système, on voit que c'est en fait encore l'élite politique des hommes qui dirige ce système. Et donc, en fait, sûrement qu'il y a moins de barèmes et de limites dans le système Salish qu'il y en a dans le système formel. Et donc, que faire? Deepa, tu nous donnais l'exemple des avocates et des juges qui se font dire, en fait, qui se font imposer des formations sur la violence sexuelle afin de les sensibiliser autour de ces enjeux. Et en fait, j'aimerais diriger ma question à Luki d'abord. Que devons-nous changer? Que faire? Est-ce que nous avons besoin de plein de groupes de sentaires qui font des manifestations? En fait, que devons-nous changer dans les systèmes formels et dans les systèmes informels et le système Stylish? Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Merci, David et Deepa. J'ai apprécié toute cette liste d'enjeux dont Deepa parlait. Il y a énormément de similarités avec nous. Alors, ce que nous devons faire, nous savons que c'est un travail continu que de changer la société. Donc, pour changer ces standards patriarcaux, démanteler la patriarchie, le patriarcat, en fait, d'abord, ça prend de la formation pour nos organisations des centres et un système de suivi rigoureux. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Et même, nous voulons augmenter les espaces de confort et de confiance pour les femmes et les adolescentes afin qu'elles puissent avoir un espace pour se faire entendre. Nous voulons avoir une meilleure représentation féminine dans les organisations internationales et locales. Nous avons un comité de traitement des plaintes pour harcèlement sexuel et nous voulons lancer ce type de comité dans toutes les écoles avec une représentation des organisations des centres qui occuperaient en fait des positions de co-directrice ou co-directeur. Et nous voulons aussi en venir par ces processus apporter une pression politique sur les pouvoirs politiques en place de manière à ce qu'ils changent leurs pratiques. Et dans les processus Shalish, nous demandons qu'il y ait bien sûr des juges féminines et des femmes avocates aussi. Et donc, en gros, nous avons besoin de davantage de transparence dans les deux systèmes, plus de redevabilité et de sensibiliser l'entièreté des membres du système à la réalité féministe. Et donc, l'état d'esprit patriarcal de nos membres aussi des groupes des centres, c'est aussi notre devoir de le confronter. Et donc, pendant la pandémie, lorsque nous avons lancé cette ligne d'appel d'urgence, nous voulions définitivement continuer ce service au-delà de la pandémie parce que nous avons eu énormément d'appels. Et nous avons tenté de faire des manifestations et d'autres initiatives gouvernementales et nous voulons nous assurer que notre organisation puisse utiliser ces nouveaux rouages et ces outils. Et
Et donc, c'est un processus fondamental. Le soutien financier et politique sont deux objets très importants à nos luttes. Et bien sûr, dans la période de la pandémie, nous avons aussi fourni des abris, des refuges et des lieux sécuritaires aux femmes victimes de violences. Et vous savez, le gouvernement a accès à des budgets légaux pour ce type de problèmes, mais il ne les utilise pas de la meilleure façon. Et donc, nous voulons augmenter les fonds légaux gouvernementaux, donc le budget gouvernemental alloué à ces enjeux. Et ensuite, la mobilisation populaire est très, très importante. C'est un des aspects fondamentaux de notre mobilisation. Et lorsque ces incidents surviennent, lorsqu'il y a de la violence qui éclate, eh bien, les membres des groupes des centenaires, avec les partenaires locaux, nous nous mobilisons ensemble. Et nous travaillons, en fait, nous œuvrons en tant que groupe de pression. Et pendant la pandémie, nous avons mené beaucoup de recherches qui démontraient que la pandémie n'était pas la cause directe de l'augmentation de la violence faite aux femmes. Il y avait immensément d'augmentation de violence faite aux femmes pendant la pandémie. Et donc, on tente de voir qu'est-ce qui sont les causes profondes. Est-ce que c'est la pandémie ou est-ce qu'il y a des phénomènes sociaux profonds qui sont en jeu ici? Et donc, nous tentons d'établir des liens entre les groupes de pression de manière à ce que nous tentons de réclamer puisse être soulevé par nos alliés. Et donc, à Nigeria, nos objectifs visent également ce type d'activité. Donc, c'est notre devoir quotidien. Merci beaucoup, Luki. C'est vraiment un plan d'action très ambitieux. Et je sais que c'est la façon dont fonctionne Nigeria Curry pour confronter ces enjeux. Vous avez une variété de tactiques, de pratiques, de manière à pouvoir attaquer ces enjeux fondamentaux. Et lorsque vous parliez d'IPA plus tôt, vous parliez du besoin de changer d'attitude et ça relie aussi avec ce que vous disiez par rapport aux avocates, aux avocats, aux juges et ces attitudes misogynes et racistes qu'on voit souvent dans les cours judiciaires. Et donc, si je vous pose la même question, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit changer? Je m'attends un peu à ce genre de réponse, en fait. Oui, David, et je voulais dire aussi que lorsque Luki parlait de représentation de femmes dans ces systèmes juridiques et lorsqu'elle parle également, en fait, de rassembler toutes les actrices et les acteurs en jeu autour de ces conversations, eh bien, ça change vraiment beaucoup la structure de pouvoir politique et je suis exactement d'accord. Je crois que la représentation raciale et de genre est cruciale parce que notre lutte est continue à ce sujet pour avoir une meilleure représentation et d'avoir plus de femmes juges, une meilleure représentation des femmes dans des rôles de direction et dans des espaces de décision décisionnels. Mais vous voyez, c'est un problème systémique et structurel. Le racisme et la misogynie, c'est un problème structurel et systémique. Et nous avons besoin donc de solutions structurelles et systémiques et de nombreuses façons. Cela se tient dans la volonté politique de changer les processus en cours et pour transformer en fait nos structures de gestion de ces conflits. Nombreuses de ces structures ont été créées dans le contexte canadien de façon un peu provisoire. Ça a été réfléchi comme des solutions mitoyennes temporaires. Et donc, je peux vous donner un exemple. Il y a une organisation qui travaille sur ces enjeux, sur la diversité de genre à chaque année. Et nous collaborons avec elle et eux et nous observons que leur structure de planification de leur projet ne se fie sur aucun financement stable. Et encore là, je vous parle du contexte canadien ici où les fonds sont accessibles. Alors, nous devons prendre un moment de recul et se dire, est-ce que ces organisations qui font ce travail
depuis des années et des années dans notre pays. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que ce sont des ressources permanentes dont nous avons besoin à long terme? Alors, pourquoi est-ce que ces organisations ne font-elles pas l'objet de meilleurs financements? Et tant que ce ne sera pas le cas, en fait, le problème va subsister. Et donc, ce que je dis toujours, c'est que moi, je travaille dans ce secteur de manière à ce que mes filles et ses enfants puissent ne pas être obligés de travailler dans ce secteur à leur avenir. J'aimerais que ce secteur de défense des droits disparaisse éventuellement. Oui, j'espère que Mr. Ford nous entend. Le premier ministre de la province de l'Ontario devrait entendre ce que Deep a dit en ce moment. Et donc, avec l'aide de mes collègues, de mes sœurs du mouvement international, nous avons donné au gouvernement du Canada un compte-rendu et un guide de référence vers un plan d'action national en termes de violence basée sur le genre au Canada. Donc, ce n'est seulement que 1000 pages, mais ça a tous les détails possibles dont le gouvernement aurait besoin pour prendre action. Donc, qui devrait être consulté, à qui on devrait parler, qu'est-ce qui doit se passer, quels sont les changements qui sont nécessaires. Et ça inclut l'éducation populaire, la rédaction de politique, le système juridique. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la volonté politique afin que ce plan d'action devienne réalité. Et comme je l'ai déjà dit, Luki, nous sommes un pays riche, nous avons beaucoup de ressources. Et donc, si je m'assoyais avec vous et qu'on parlait et qu'on échangeait sur nos défis et nos problèmes, je sais qu'en Bangladesh, l'accès aux ressources est une lutte continue, mais nous, ici au Canada, nous avons accès à une charte des droits de la personne, des droits humains qui a été inclus dans notre Constitution. Et donc, nous avons cette base donc, pour réfléchir à l'avancée des droits, mais nous sommes en arrière parce que nous n'avons pas les ressources adéquates pour la défense des droits des femmes. Merci beaucoup, Deepa. J'ai envie de poser une autre question à Luki, mais je regarde l'heure qui file et je réalise qu'il nous reste seulement que 5 minutes ensemble, pardon. Et donc, j'encouragerais les participantes et les participants à envoyer leurs questions dans la section des questions et réponses en bas de l'écran. Et en attendant, puisque je ne vois pas de questions en ce moment, je vais te poser une question, Luki. Et donc, la voici. Deepa disait qu'ici au Canada, nous avons une constitution des droits de la personne qui, de nombreuses façons, nous promet ou en fait nous permet un système juridique stable qui compose avec des lois. Mais si je retourne à la situation en disant au Bangladesh, est-ce que le problème, c'est que vous n'avez pas de système juridique par rapport à ces sujets ou est-ce que le problème, c'est que ces lois ne sont plutôt pas appliquées, renforcées et donc peut-être avez-vous un système juridique qui dit une chose, mais dans la réalité, la vérité est complètement différente. Oui, merci David. C'est vrai que nous avons beaucoup de lois, mais le problème se tient ailleurs. Il y a de nombreuses lois, mais ces lois ne sont pas appliquées. Et en tant que société, nous sommes contrôlés par l'élite puissante, l'élite au pouvoir, et donc la loi agit en conséquence. Alors, ça fait partie du problème, c'est que le pouvoir politique, ce dont je parlais plus tôt, lorsqu'ils ont tenté de manipuler les lois et les processus décisionnels, les processus de financement, et donc c'est un immense problème ici. Il y a l'influence politique du côté de l'élite qui pose un immense problème. Et les structures politiques et les dynamiques politiques du pouvoir causent un immense problème. Et un autre enjeu,
c'est que ces lois, lorsqu'on parle de situations de viol, d'agression sexuelle, où il y a des lois qui doivent être amendées pour pouvoir mieux représenter la situation à propos de la culture du viol, à ce temps-ci de l'an passé, nous parlions davantage de ce qui devrait être fait à cet égard. Et au niveau légal, et donc, le modèle pour notre système légal, en fait, a été calqué sur le système britannique. Et donc, c'est notre objectif continu de transformer le système légal de manière à ce qu'il puisse mieux représenter la réalité légale, euh, les besoins de la nation. Donc, ça fait partie de notre lutte. Mais lorsque nous avons des lois qui sont en place, qui adressent la question de la violence faite aux femmes, eh bien, souvent, les femmes qui tentent d'obtenir justice n'ont pas accès à ces rouages dû au déséquilibre de pouvoir. Et puisque notre analyse est là, ça n'empêche pas le système au complet de vraiment poser obstacle à même la structure de pouvoir. Alors, c'est ce que nous tentons de confronter. Parce qu'en ce moment, les femmes ne se sentent pas en sécurité de nommer les agressions contre elles. Et donc, le cas est inutile. La défense est impossible. Et donc, dans un contexte canadien, on pourrait, on a les moyens de défendre les intérêts des plus vulnérables. Mais ici, au Bangladesh, la disparité est immense. Et si c'est seulement aux plus pauvres qu'on doit donner plus de sécurité, eh bien, il y a de nombreuses incidences où les femmes mériteraient davantage de soutien légal. Et donc, c'est un immense problème. Et donc, la manipulation et les préjugés des processus administratifs sont insoutenables. C'est une lutte constante pour nous. Merci, Luki. Il y a tant d'éléments que vous et Deepa avez soulevés que j'aurais souhaité avoir plus de temps pour aller plus en profondeur. C'était très, très intéressant de creuser ces thématiques avec vous. Je voudrais vous remercier chaleureusement à toutes les deux. Euh, J'ai du mal à faire un sommaire de notre échange. Vous avez toutes les deux parlé de façon si vibrante et si éloquente à propos de nombreux différents enjeux. Parfois, les problèmes sont les mêmes et des fois, c'est similaire, des fois, c'est différent. Euh, Vous avez toutes les deux mentionné le coût des systèmes, les biais inhérents à ces systèmes, l'immense problème de sexisme auquel on fait face. Vous avez aussi présenté des visions plutôt optimistes. Euh, le travail de Nejera Corey est très inspirant à cet égard. Même chose pour la Barbara Sheriff Clinic, qui donne des exemples très inspirants de comment la lutte continue pour le changement dans le système juridique peut trouver des façons, en fait, d'impliquer davantage de femmes dans le système juridique, trouver des façons de protéger les témoignages et de couvrir les coûts des processus légaux au Bangladesh. Donc, il y a tant de pistes de solutions merveilleuses que vos organisations proposent. Et donc, je veux sincèrement juste vous présenter nos félicitations sincères et vous remercier d'avoir partagé un petit peu du travail que vous faites ainsi que vos analyses sur ces enjeux. Ça a été pour moi, en tout cas, une conversation fascinante. J'aimerais aussi remercier notre interprète, Monique, pour le soutien technique que tu as permis aujourd'hui. Si ça avait été de moi, personne n'aurait pu entendre quoi que ce soit. Et donc, j'apprécie vraiment votre soutien. Et merci à tous et toutes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup votre participation. Et nous
poursuivrons ces échanges de différentes façons grâce à chacune des participantes et des participants qui ont fait de cet atelier une vraie réussite. Ceci étant dit, il ne me reste qu'à vous remercier et vous dire à la prochaine.